Bonjour tout le monde, mon nom est Alexandre Toin, je suis vice-président aux opérations chez Dialogue Insight. Je suis accompagné de Pascal Gay, qui est la CEO de Dialogue Insight aussi, et un invité tout spécial avec nous aujourd'hui, Sébastien Giroux de Numéa. Donc, pour vous parler des tendances de personnalisation en 2025, un sujet qui, je suis certain, va être extrêmement intéressant. Quelques petites informations plus administratives avant de démarrer. La présentation, évidemment, est en webinaire, donc Pascal et Sébastien seront ceux qui vont parler. Il va y avoir une période de questions à la fin qui va être répondue. Ceci étant dit, si vous avez des enjeux avec la diffusion du webinaire, pas hésiter à écrire ou à nous écrire à Formation Dialogue Insight pour qu'on puisse trouver des solutions rapidement sur le côté autant que l'on peut. Et ensuite de ça, bien évidemment, la présentation vous sera envoyée, donc pas obligé de prendre des captures d'écran tout au long. Vous pouvez vous concentrer sur le contenu, ça va nous faire plaisir de vous partager le tout. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour ce super sujet. Je laisse la parole donc à Pascal et à Sébastien et je vous revois à la fin pour l'animation sur les questions. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Alors, comme Alexandre disait, Pascal Gay, présidente directrice générale chez Dialogue Insight, cofondatrice aussi. Depuis 25 ans, Dialogue Insight, on a construit une plateforme qui est une Customer Data Platform qui permet d'intégrer la donnée client et de faire des communications personnalisées. Donc, la personnalisation, c'est un sujet que j'adore depuis maintenant 25 ans. Donc, on fête nos 25e cette année. Alors, Sébastien, à ton tour. Ben oui, moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de l'analytique client pour des fins de personnalisation puis de fidélisation. Je suis aussi responsable depuis 7 ans et associé. Je suis responsable, dans le fond, du service conseil aux entreprises. Puis, c'est ça, juste pour introduire brièvement Numéa. Comme tu sais, Pascal, faire de la personnalisation puis en faire un succès, ça requiert une vaste gamme d'expertise que la plupart des entreprises peuvent avoir de la difficulté à s'offrir. Souvent, on se retrouve, puis il y a des gens qui vont se reconnaître à voir 2 ou 3 personnes dans un département marketing à porter plusieurs chapeaux. Puis c'est un peu dans cette optique-là qu'on a fait une offre de service, puis qu'on a déployé, dans le fond, une expertise où on englobe justement plusieurs personnes qui ont pour but d'accompagner les experts marketing dans l'organisation des données, l'enregistrement de celles-ci avec des segmentations, des algorithmes de personnalisation, mais aussi pour être le partenaire de confiance dans le déploiement des stratégies de personnalisation et de fidélisation. Alors, exact. Donc, nous, on est la plateforme, on est la technologie, c'est l'expertise qu'on a, puis toi, tu as vraiment plus d'expertise au niveau de la stratégie de la donnée. Je pense que c'est vraiment une belle complémentarité. On a travaillé ensemble, ça fait un petit bout de temps quand même qu'on se connaît, là, ça fait 2 ans, 1 an ou 2 ans qu'on se connaît. On a travaillé ensemble en début d'année sur un mandat. Donc, en tout cas, je suis super contente de t'avoir avec moi. Au niveau de l'agenda, on va faire un état de la situation actuelle. On va parler de pourquoi la personnalisation, c'est un incontournable en 2025. Quelles sont les tendances? On voulait vous présenter des tendances. Comment on s'y prépare? On va vous présenter également une grille de maturité que moi et Sébastien, on a créée ensemble et on va vous expliquer pourquoi, les étapes pour y parvenir. Et comme disait Alexandre tout à l'heure, on a une période de questions à la fin complètement. Donc, au niveau de l'état de la situation actuelle, étant donné que tu es plus un gars de data, je vais te laisser la parole, Sébastien, par rapport à ces chiffres-là. Oui, bien, on a accumulé certaines statistiques sur le sujet de la personnalisation. C'est toujours intéressant dans les présentations de se rafraîchir puis de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Puis, dans le fond, le constat, c'est qu'il y a beaucoup qui proclament qu'ils font de la personnalisation. À peu près 90% des gens disent qu'ils font une forme ou une autre de personnalisation dans leur stratégie. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à peu près moins du tiers se déclarent totalement équipés pour faire de la personnalisation. C'est un peu le constat qui en ressort au niveau de l'adoption. Puis si on regarde aussi la prochaine diapo. Exact. Moi, je voulais juste rajouter là-dessus, c'est vraiment différent parce que moi et Alexandre, on fait des conférences depuis longtemps. On faisait des conférences avec nos clients il y a 6-7 ans. Et encore à ce moment-là, on disait qui fait de la personnalisation dans la salle et on n'avait encore pas tout le monde qui avait les mains levées. Fait que là, on s'entend qu'il y aurait 89% des gens qui auraient la main levée. Mais après ça, quand on irait creuser un peu plus dans le détail, peut-être
on aurait le 30% justement qui sont équipés comme on a besoin. C'est ça. Puis ici, dans la présente page, c'est une étude de Gartner qui était quand même intéressante. Il présente des niveaux de maturité. Nous autres, on va arriver avec notre propre proposition, parce qu'on trouve qu'il y a 4 niveaux de maturité. C'est peut-être pas assez, puis c'est peut-être pas le juste reflet, mais par contre, l'étude de Gartner révèle des pourcentages dans chacun des niveaux. Puis ce qu'on constate, c'est à peu près le 3/4, c'est un peu en lien avec ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que dans le fond, le pourcentage qui en fait est quand même assez important, mais la plupart d'entre eux, au moins 75%, font soit un niveau de base au niveau de la personnalisation ou un niveau intermédiaire. Fait qu'ils vont faire des segmentations où ils vont faire une personnalisation qui est limitée au nom, prénom dans les courriels, mais ils ne sont pas dans des niveaux d'expérience client, puis des niveaux de personnalisation avancés et experts. C'est souvent ce 25%-là que le client, lui, va le distinguer, va le percevoir. Dans les autres, ça va aider à générer des ventes puis aider au niveau des métriques. Mais c'est là qu'on voit que, justement, par rapport à la réalité, on constate que 60% des clients disent recevoir une expérience personnalisée des marques avec qui elles font affaire. Fait que, il y a quand même un gap entre le 90% qu'on voyait initialement puis le 60% de clients qui le perçoivent réellement. Et c'était quand même de mettre les deux en relation, c'est quelque chose d'intéressant à voir. Exact. Maintenant, on va parler de pourquoi la personnalisation, c'est un incontournable en 2025. Encore quelques petits chiffres de ta part, Sébastien. Ben exactement. Là, on a vu sur le pourcentage qui le perçoivent, mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des attentes dans le marché. C'est qu'il y a 80%, puis ça, c'est une étude qui est quand même très, très récente, là, puis merci Pascal de l'avoir partagé. Là, ça date justement de la dernière revue de HBR, qui a été publiée novembre-décembre 2024, une étude de BCG, puis qui révèle que 80% des consommateurs ont répondu vouloir et s'attendent à vivre une expérience personnalisée. Ça, c'est 4 clients sur 5. C'est quand même assez impressionnant. Puis le gap ici, c'est que 2 clients sur 3 se disent avoir vécu une expérience personnalisée inappropriée, erronée ou intrusive. Tu as beau être expert, ça ne veut pas dire que tu vas réussir l'expérience que tu veux livrer également. Tu peux le faire de manière, avec les bons outils, la bonne approche et tout, mais si c'est trop intrusif, le client n'aimera pas ça au bout du compte. Exact. Je pense que ça, c'est la donnée qui est importante. On va en parler beaucoup, là. La donnée est un enjeu important dans la personnalisation, puis c'est ce qui va permettre de faire des campagnes appropriées, pas erronées et non intrusives. C'est ça. Je vais te laisser là-dessus aussi encore, ils s'attendent à vraiment être reconnus personnellement de la part des clients, des consommateurs. Oui, bien, il y a plusieurs déclinaisons au niveau de la personnalisation. Ce n'est pas juste de faire une infolette personnalisée, ça va au-delà de ça. Les gens veulent avoir des recommandations de services puis de produits personnalisés, des messages personnalisés, oui, des offres ciblées, mais puis aussi des communications au bon moment. Ils ne veulent pas se faire bombarder à tout moment avec des offres, ils veulent que ça soit pertinent. Puis je pense que dans la personnalisation, rime avec le mot pertinence. Tant et aussi longtemps que c'est pertinent, les gens vont être captivés, les gens vont être engagés avec les communications qu'on fait avec eux. Exact. Exact. Tu as parlé beaucoup par rapport à les attentes des consommateurs, mais qu'est-ce qu'il y en a pour les entreprises? Bien, au niveau des entreprises, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un accroissement au niveau de l'engagement et même des revenus pour les entreprises qui font la personnalisation. Donc, 47% justement des gens interrogés dans une étude de Zéro Bounce ont déclaré que la principale raison pour laquelle elles ouvraient tous les emails d'une marque est que la marque leur envoie toujours des messages pertinents. Et la croissance des revenus plus rapide de 10% chez les entreprises qui personnalisent. Donc, ça veut dire plus on fait de personnalisation, plus nos revenus vont croître rapidement. Et au niveau des derniers chiffres, c'est dans le fond, si tu fais une personnalisation et en plus que tu livres au bon moment le message, selon les comportements des clients, tu peux avoir 2 fois plus d'engagement sur tes communications. Donc, si tu livres dans le bon cycle du parcours, tu en parlais tout à l'heure au bon moment, mais également dans
la bonne heure qui correspond dans le fond pour le client, là, un send time optimization comme on appelle en bon anglais, mais ça va aussi te donner plus d'engagement sur tes communications. Au-delà de ça, dans le fond, ça rapporte clairement, là, ça va permettre, les clients vont être plus fidèles avec une marque justement qui personnalise la relation. Même, je me souviens pas où vous avez vu ça, cette étude-là, mais il disait les gens vont être intéressés à payer plus cher pour avoir une expérience personnalisée parce que c'est ce qu'ils s'attendent finalement. Fait qu'un produit similaire, si tu offres une expérience personnalisée, même si tu le vends plus cher, le client va avoir un intérêt à venir vers ta marque quand même. Donc, je pense que dans le marché qui est hyper concurrentiel, c'est super important. Il ne faut pas regarder vos compétiteurs qui le font déjà. Il faut que vous sautiez dans la balance. La tendance en personnalisation, le sujet justement de l'heure, on parle beaucoup de connaissances clients, beaucoup de données. Vous allez voir c'est un peu pour ça aussi que Sébastien est avec moi là, parce que c'est vraiment plus leur expertise. Mais on va quand même passer sur certains éléments qui sont non négligeables qu'on voit qui s'en viennent au niveau de 2025. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de moderniser les façons de faire, il y a beaucoup de changements dans les façons de travailler. Quand on parle de personnalisation, idéalement, on parle d'automatisation aussi, parce que faire des messages à la main faire 10 versions d'un message à la main parce que tu t'adresses à 10 cycles de clients ou 10 personas différents, c'est vraiment long. Donc, il faut qu'on change les façons de faire. Il faut qu'on va miser davantage sur la création de contenu plutôt que le contenant, de faire un beau design, de faire différentes choses. Je ne sais pas si ça existe encore. Dans le temps, on allait souvent à Marketing Sherpa, que ça s'appelait, qui était une entreprise aux États-Unis qui faisait des conférences à Las Vegas. On y allait à chaque année, puis on était surpris de voir à quel point on passe beaucoup de temps au niveau du contenant, mais finalement, c'est le contenu. Donc, les gens ne veulent pas nécessairement avoir des beaux emails, c'est sûr que c'est plus attirant, mais ils faisaient des études, dans le fond, qui montraient qu'un message qui était laid recevait plus de clics qu'un message qui était beau si le click to action était bon, la proposition de valeur était bonne et tout était bon. Donc, c'est pour ça que c'est important. On va miser davantage sur les contenus plutôt que les contenants. Il faut qu'on commence à faire confiance au système. On n'en parlera pas trop, on ne l'a pas mis, on ne veut pas aborder le AI, ça devient une conférence sur le AI, mais on voit beaucoup de programmes qui vont, que ce soit des rule-based, dans le fond, qui sont des règles que vous mettez en place, qui vont automatiser des choses, donc il faut qu'on fasse un peu plus confiance au système. Puis, bien entendu, je pense qu'à chaque année, on dit c'est toujours la même chose, c'est qu'il va falloir que les équipes marketing fassent encore plus avec exactement les mêmes budgets, les mêmes équipes. Je sais que Sébastien va en reparler tout à l'heure, mais il faut vraiment moderniser les façons de faire pour s'assurer qu'on est capable d'atteindre ce niveau-là de personnalisation qui est nécessaire. La première chose qu'il faut qu'on investisse, il faut investir dans le fond, dans la donnée. Vous avez souvent plein de données qui sont disponibles, c'est des données qui sont brutes. Ici, c'est un exemple de schéma transactionnel, dans le fond, où vous avez les gens qui ont acheté des billets pour vos spectacles, vous avez des gens qui ont acheté votre produit, vous avez des gens qui ont participé à une de vos formations, vous avez plein de données qui sont un petit peu éparpillées souvent un peu partout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre cette donnée brute-là et la transformer dans une donnée qui va vous permettre, dans le fond, de vraiment l'exploiter, que ce soit les intérêts d'une personne. Donc, on peut aller penser à chaque fois qu'une personne clique dans un email, visite des pages du site web, on peut récupérer cette information-là pour voir les champs d'intérêt des gens. On parle de RFM, c'est les dépenses. Donc, on est capable de cibler des gens, de créer des indicateurs sur la quantité de transactions dans les 3 derniers mois, dans les 12 derniers mois. Donc, on prend vraiment cette donnée-là, puis on crée un ADN client qu'on va pouvoir plus facilement exploiter au niveau des équipes marketing. Quelques exemples d'indicateurs, mais justement, j'en parlais, le cycle de vie du client, être en mesure d'identifier lorsqu'un client est à risque de churn. Donc, c'est d'aller chercher la donnée pour être capable de dire une personne, par exemple, qui achète habituellement à tous les 3 mois, qui n'a pas acheté depuis 4 mois, bien, à ce moment-là, on va être capable de déclencher des communications. Donc, c'est vraiment d'aller trouver ces indicateurs-là pour pouvoir les exploiter. Les personas vont accorder un traitement privilégié au VIP. Ça peut être aussi, si vous avez un programme de loyauté, ceux qui passent d'un tier, si vous avez plusieurs tiers dans votre programme de loyauté, celui qui passe d'un à l'autre, d'être capable de déclencher des actions basées là-dessus ou qui descend. Les scores d'appétence, justement, je disais au niveau les clics, les ouvertures, même les transactions, vous prenez toute cette information-là, vous êtes en mesure de vraiment créer un outil de recommandation de produits qui va être vraiment basé sur
sur les intérêts des gens. Donc, c'est des algorithmes qui vont être calculés de façon automatique. Ils vont aller chercher toute la donnée que vous avez. Ils vont le calculer de façon automatique, en temps réel en plus. On disait tout à l'heure, il faut que ce soit pertinent, que ce soit aussi dans le cycle de vente du client, mais que ce soit adapté à où il est rendu dans son cycle. Donc, c'est super important d'avoir une donnée mise à jour. Par exemple, je voudrais avoir mes transactions en temps réel pour ne pas envoyer une promotion en fin de journée à quelqu'un qui vient d'acheter. Donc, la donnée est vraiment nécessaire en temps réel. Bien entendu, je sais qu'il y a des gens de l'Europe, il y a des gens du Canada. Lors du webinaire, au Canada, il y a eu la loi 25, vous savez, le RGPD en France. Bien entendu, on doit s'assurer de prendre cette donnée-là, de la convertir, mais aussi de la sécuriser. Et je pense que ça, c'est encore un des points qui va être une tendance en 2025, de quelles sont les données qu'on peut utiliser pour personnaliser, mais aussi surtout les sécuriser. Je dis souvent à mes clients, c'est votre base de données de prospects, de clients, c'est probablement une des choses les plus importantes pour vous. Et je vois encore des gens qui se transfèrent des mots de passe pour accéder aux plateformes parce qu'ils ne veulent pas payer, parce que les plateformes sont, chez Dialogue, on n'a pas fait ce choix-là, mais les plateformes sont souvent par utilisateur, donc on se partage un nom d'utilisateur pour plusieurs personnes. Sincèrement, en 2025, 2024, on ne devrait pas le faire, mais en 2025, c'est encore super important, là, la sécurité, ça va être un des éléments. On en a parlé, la recommandation de produits, synchroniser les catalogues de façon automatique, de créer différentes choses. Il y a différents niveaux lorsqu'on parle de recommandation de produits. C'est sûr qu'il y a le niveau 1 à 1 qu'on recommande selon les achats, mais il y a la recommandation de produits qui est super de base, les derniers produits, les produits les plus populaires que vous pouvez super facilement ajouter dans les messages, qui vont venir ajouter une touche de contenu à vos messages, mais qui va être automatisé également. Ça peut être, par exemple, je veux avoir les produits les plus populaires dans une catégorie que le client a un intérêt pour. Donc, c'est ce genre de choses. Quand on parle d'automatisation, le catalogue est synchronisé en temps réel. On peut même mettre en place des systèmes pour dire m'aviser lorsque si le produit est en rupture de stock, m'aviser lorsque le produit revient disponible. Donc, c'est le genre de choses qu'on va voir de plus en plus arriver. Un des éléments, parce qu'on parle de produits, un des éléments aussi qu'on voit en 2025, qui a commencé un peu en 2024, c'est développer des offres personnalisées. Ce qu'on entend par offre, c'est qu'il y a des gens qui vont être super intéressés à des 2 pour 1. Il y a des gens qui vont préférer avoir un 50% gratuit. Il y a des gens qui vont préférer 50% de rabais. Il y a des gens qui vont préférer des gratuités, des cadeaux, des concours, du parrainage. Donc, il y a plusieurs façons. Donc, au lieu d'aller juste dans « je recommande un produit », c'est dans la façon que je recommande un produit. Je pourrais recommander un produit pour une personne avec un rabais de 25% parce que c'est ce que cette personne-là réagit au rabais, mais je pourrais présenter le même produit à une autre personne dans un mode 2 pour 1 où tu en achètes un puis je te donne le deuxième gratuit. Donc, et dans le fond, c'est un peu plus loin au niveau de la personnalisation et pas juste s'attarder vraiment au produit. Je pensais justement, je faisais un test ce matin. Par exemple, je suis un organisateur d'événements, une association ou peu importe, et je veux faire un événement qui s'adresse à ma clientèle. J'ai une clientèle diversifiée, par exemple, mettons que j'ai des C-level, j'ai des managers, j'ai différentes choses. C'est super facile maintenant avec les outils AI de générer un contenu, de dire, ben voici, j'ai cette activité-là, ça s'adresse à ces 3 segments de marché-là. Peux-tu me créer des contenus, des offres spécifiques pour chacun? Je l'ai fait ce matin et ça fonctionnait. Donc, et dans le fond, c'est d'être capable de générer finalement plusieurs offres pour un même produit. Et après ça, c'est sûr que là, on se met, j'en parle tout à l'heure, d'automatiser. Donc, la meilleure façon d'automatiser, c'est de vraiment se créer une librairie de ces contenus-là. Au lieu de faire du codage à la main là, dans la plateforme, dans les différentes plateformes, c'est vraiment d'avoir, voici, j'ai le contenu A, B, C, par exemple, j'ai le contenu C-level, j'ai le contenu pour les directeurs et j'ai le contenu pour mes autres membres de ma base de données. Et dans le fond, je crée une base de contenu avec ces contenus-là qui vont pouvoir être réutilisables dans différentes communications. Si j'envoie des rappels, si j'envoie mes invitations, si je pourrais même les utiliser dans des SMS, je pourrais les utiliser sur mon site web. Donc, c'est des offres qui pourraient être disponibles sur différents canaux. Et dans le fond, c'est une base de données qu'on se crée. À la fin, complètement, puis ça, c'est un outil. Je sais qu'il y a certains de mes clients qui sont là, qui vont reconnaître l'outil Dimension. C'est dans le fond, au lieu, comme je disais, de faire de la programmation et de programmer, ce qu'on voit, c'est vraiment d'automatiser la création des messages, c'est-à-dire de prendre
client et de dire pour ce segment-là, voici ce contenu-là, pour ce segment-là, ce contenu-là. Et les messages vont se générer de façon automatique en arrière. Donc, on arrive à un niveau de personnalisation un peu plus haut et puis on arrive dans le fond au niveau de la dynamisation du contenu. C'est sûr que là, la segmentation se fait un peu plus manuelle dans cette version-là, mais je sais qu'on peut facilement espérer avec la même équipe passer de 8 versions d'un message à 200 versions d'un message avec des outils comme ça qui vont vraiment faciliter le travail pour les équipes marketing. Bien entendu, on n'avait pas encore parlé, on n'a pas ou très peu, et bien entendu la sélection de contenu par l'IA qui va être un des points. On a eu quelques projets cette année qu'on a eu auprès de nos clients. Dans le fond, de définir c'est quoi le next best offer, le next best action pour ce client-là. Donc, c'est quoi? Est-ce que je devrais y envoyer un courriel, un web push, un mobile push, un SMS? Donc, quel est le meilleur canal et quelle est la meilleure offre que je peux lui faire et quand je peux lui faire? Donc, c'est vraiment l'IA va venir changer la donne par rapport à comment on travaille. Il y a encore des projets là-dessus. Je suis souvent on travaille avec autant le Canada que la France et on se serait attendu qu'en France, ils disent l'AI parce qu'ils sont souvent avec des acronymes anglophones, mais la France utilise l'IA et le Canada, l'AI. C'est un peu différent pour cet acronyme-là. Dans le fond, ici, là, il faut faire confiance au système parce que c'est le système qui va vraiment... les systèmes vont venir vous donner l'information. Voici le user ID et voici les numéros d'offres. On arrive quand même avec la base de données des offres qui est requise et dans le fond, il va y avoir un assemblage qui va se faire de façon automatique. Là, on est dans, c'est automatisé au complet. Il n'y a pas d'humain qui travaille dans ces différents messages. On parlait justement de détecter les moments clés du parcours. On a certains clients qui font du marketing automatisé, mais c'est pas encore beaucoup qui en font. J'ai vu certains de nos clients avec 60, 100 marketing automatique. Vous avez vraiment des opportunités pour envoyer des messages à des moments clés du journey d'un de vos clients. Donc ça, je pense que c'est un des éléments qu'on va voir à l'horizon plus en 2025, c'est-à-dire d'avoir plus de gens qui vont utiliser du marketing automatique à des fréquences ou à des parcours précis. Par exemple, ça peut être suivant une visite au site web, peut-être aller voir la page de mon événement, bien, je t'envoie l'invitation à l'événement le lendemain pour « Hey, t'es allé, ça t'a intéressé, mais tu t'es pas inscrit ». Que ce soit les paniers abandonnés, c'est celui qu'on voit le plus souvent présentement. Le niveau atteint dans un programme de fidélisation, j'en parlais tout à l'heure, si tu passes d'un à l'autre. Donc, d'avoir vraiment des automatisations qui vont se faire. Donc, on a la génération de contenu qui va être automatique, on a le déclenchement qui va être au moment opportun. Clairement, on va être vraiment dans la pertinence. Puis ça va être, selon moi, l'année 2025 encore plus dans la pertinence que 2024. Sébastien, j'ai parlé beaucoup là, des tendances, ce qu'on voit qui va arriver. Je vais te laisser la main sur OK, mais comment les gens vont faire pour se préparer justement à cet horizon-là de 2025? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, dans le fond, pour prendre un pas de recul, pour se préparer, dans le fond, pour faire de la personnalisation, il y a 3 grands piliers qu'on adresse ici. Puis, dans le fond, tout découle de ces 3 piliers-là. Il y a la technologie, il y a les données et le talent. On a parlé beaucoup de contenu, mais dans le fond, le contenu va aussi originer de ces 3 piliers-là. Ces 3 piliers-là, quand bien exécutés, on a de la personnalisation, c'est un succès. Mais ça peut devenir aussi un obstacle. Puis on voit les pourcentages là, dans lesquels les clients ont le pourcentage de clients ou de consommateurs, d'entreprises qui ont des lacunes au niveau de technologie, données et talent. Mais ce qu'on constate, c'est que la réalité, OK, c'est pas des silos. La plupart du temps, comme on le voit à la page suivante, c'est que tout ça, c'est interrelié. Dans le fond, quand on adresse des enjeux de données, ben, c'est que souvent, derrière ça, il y a des enjeux liés à la technologie, au processus, aux personnes qui saisissent l'information. Même chose du côté des technologies, des questions d'adoption. Puis au niveau des talents, mais il y a des questions aussi de formation et ainsi de suite pour bien faire son travail. Donc, la réalité, c'est souvent comme ça. On se trouve dans les interfaces entre ces 3 piliers-là. Puis, à la page suivante, ce qu'on constate aussi, c'est qu'au niveau de la personnalisation, il y a quand même un gap important entre les ressources
il y a beaucoup d'attentes qui sont fondées sur la personnalisation et souvent les entreprises n'investissent pas suffisamment pour faire de la personnalisation un succès. Ce qu'on révèle dans le fond dans les slides, les diapositives qu'on a vues au départ, c'est que la plupart des gens sont au balbutiement puis il manque des investissements significatifs pour viser la personnalisation, livrer une expérience omnicanale, mais ça prend des investissements. Ça rapporte, mais il faut investir, dans le fond, dans les gens, investir dans les données et investir dans la technologie. Exact. Regarde tout à l'heure, quand on disait au niveau de la pertinence, on disait la personnalisation, on disait le meilleur canal dans le multi-channel marketing, puis on parlait du Customer Journey Orchestration, c'est-à-dire qu'on parlait du marketing automatisé. Ces trois-là, c'est des éléments sur lesquels les gens sont au courant. En 2024, c'est Gartner, c'est vraiment neuf. Ils sont au courant qu'ils doivent investir davantage là-dessus parce qu'il y a un gap entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ont comme ressource finalement pour le faire. Puis quelques impératifs, on va aller dans plus de détails par la suite, mais pour avoir une fondation solide, premièrement, ça part par une vision puis un roadmap qui est réaliste. On peut avoir des grandes ambitions, mais comme on va le voir plus tard, il y a des étapes à accomplir. Puis il faut, on le dit souvent, puis je le dis très, très souvent à mes clients, il faut savoir marcher avant de courir. C'est vraiment la base à ce niveau-là. Au niveau des besoins technologiques, prenez le temps d'évaluer vos besoins, d'évaluer votre vision des choses. Parce que tout le monde va venir avec leur shiny new things, puis c'est facile de se laisser attraper par toutes ces distractions-là. Mais si vous prenez le temps de bien indiquer, bien établir vos besoins, votre vision, vous allez trouver les technologies qui vont savoir satisfaire. D'avoir une technologie qui répond aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi qui est capable de vous suivre avec le temps selon la vision des choses que vous voulez mettre en place. L'automatisation marketing, souvent on l'associe à la technologie, c'est vrai, mais si, par exemple, vous implantez une solution de marketing automatisée qui n'est pas connectée aux data, ben, ça n'arrivera pas, il n'y aura pas d'automatisation. Ça prend les deux, ça prend la technologie, mais ça prend aussi les données accessibles puis au timing qu'on en a besoin. L'avant-dernier point, au niveau de la qualité des données, souvent on dit, bon, on commence un projet, on va faire le ménage dans les données. On entend souvent, j'ai fait le ménage de mes données sont propres. J'ai des petites nouvelles pour vous. Dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez être au même point. Ce qu'il faut faire, oui, il faut faire le ménage dans vos données, mais il faut revoir les processus qui injectent la donnée. Est-ce que l'information, est-ce que les gens qui saisissent l'information, par exemple dans le CRM, ils savent à quoi ça va servir cette information-là, le capture de la bonne manière. Comme ça, quand j'arrive, puis j'arrive pour analyser les données, pour faire mes campagnes sur ces données-là, j'ai des données de qualité aujourd'hui, mais dans 2 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans d'ici, je vais avoir encore une donnée de qualité. Puis, important aussi d'avoir une bonne gouvernance qui régit ces données-là. Puis, le talent, ben souvent, il ne faut pas se leurrer. Une personne ne peut pas tout faire. Une personne ne peut pas faire, dans le fond, la création du contenu, de faire les orchestrations marketing, de faire le data science en arrière. C'est pas possible. Okay? Fait qu'il faut s'entourer soit à l'interne ou faire affaire avec l'externe aussi pour aller chercher le bon pôle de talent, s'assurer que les gens qui sont en place aussi soient bien formés pour justement faire en sorte que ce projet-là de personnalisation soit un succès, que les ressources, que les technologies soient utilisées à leur plein potentiel. C'est bien beau d'avoir une solution de marketing automatisé ou d'avoir un Customer Data Platform, mais si personne ne sait s'en servir, ça ne sert à rien. Exact. Bien, justement, on va regarder justement, tantôt, tu parlais au niveau de la grille de maturité. Là. Nous, ce qu'on souhaite en 2025, c'est que les gens soient capables de se situer où est-ce qu'ils sont et de faire un plan pour arriver à un niveau supérieur. Comme on disait tout à l'heure, on a fait une grille, on trouvait qu'à 4 niveaux, c'était pas suffisant. Donc, nous, on a fait une grille à 6 niveaux de la grille de maturité en personnalisation, vraiment basée sur nos expériences à moi et Sébastien. Il y a la communication générique qui est le niveau 1, qui est, ben, je fais pas de personnalisation. J'envoie la même infolette à tout le monde, je ne fais pas de segmentation non plus. Tu as le niveau 2 qui, là, on commence un peu à faire de la segmentation basée sur le profil. Je sais que tu aimes que tu es un client versus un prospect. La langue, on va faire une personnalisation basique là, sur le prénom qu'on va ajouter et tout ça.
Ensuite, il y a le troisième niveau qui est vraiment la segmentation comportementale, où là, on va commencer à aller, ce que nous, on appelle les sandlogs, commencer à dire, je vais viser des gens qui ont ouvert ou cliqué sur ce message-là ou qui ont fait telle action. Donc, on va créer des segments basés là-dessus et on va viser ces gens-là dans les campagnes qui sont souvent ponctuelles, là, qui sont, je veux envoyer un message de rappel, par exemple, je vais l'envoyer à ceux qui n'ont pas ouvert un message. Donc, la segmentation comportementale, on en a de plus en plus de nos clients qui font ça. Et je vais laisser Sébastien, dans le fond, les 4, 5, 6, où là, la donnée est encore plus cruciale. Je vais te laisser les présenter. Oui, bien, c'est ça. L'automatisation comportementale, c'est vraiment les déclencheurs. L'orchestration qu'on parlait tout à l'heure, c'est vraiment ici que ça se passe. Où, dans le fond, là, on s'approche vraiment du one-to-one. D'une certaine manière, c'est du marketing un à un, parce que c'est selon des événements précis où on déclenche des automatisations. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on peut générer des centaines d'envois de campagne puis différents. Puis, c'est pas nécessairement que ça nécessite des interventions humaines à chaque fois. Fait que ça, c'est quand même très intéressant. Puis, on est vraiment dans la pertinence ici. L'hyperpersonnalisation, c'est là où on inclut plus des algorithmes d'intelligence artificielle, des algorithmes de personnalisation au niveau de la détection, par exemple, du churn, de l'attrition, de l'inactivité, des potentiels de vente croisée. C'est tout à ce niveau-là ici. Par contre, par rapport, si je compare de l'étape 5 au niveau 6, c'est qu'un client, quelle est la meilleure offre que je peux faire à ce client-là en fonction des différents indicateurs que je vais avoir fait au niveau de l'hyperpersonnalisation. C'est là que ça devient plus compliqué. Des fois, ils peuvent être mis en opposition, puis je ne sais pas nécessairement lequel devrait avoir préséance sur l'autre. C'est là que le sixième niveau, puis le niveau ultime, c'est la personnalisation prédictive puis la priorisation omnicanale. C'est-à-dire, dans tout l'éventail de tout le pool d'offres, de produits, de campagnes que j'ai, qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour mon client au moment précis, puis dans quel canal je vais communiquer pour interagir avec ce client-là. Ça, c'est vraiment piloté par on va le voir un peu plus loin, des engins de recommandation, Next Best Offer, Next Best Action. Exact. Il y a vraiment une grille, mais chaque étape a un certain mérite de justement pour permettre à l'équipe de se faire les dents un peu sur chacun des processus. Parce que passer de la communication générique à la personnalisation one-to-one, c'est une grosse marche. Puis les équipes ne suivent pas nécessairement ce niveau-là. Fait qu'il y a quand même du mérite à mettre. Il y a du mérite, puis on parle tout le temps du 80-20 aussi. Il y a des actions assez faciles qu'on peut mettre en place qui vont aller chercher quand même des bons résultats. Fait que, tu sais, on peut se donner des fois un échéancier d'à peu près 2-3 ans qu'on va voir plus tard pour passer de l'étape 1 jusqu'à l'étape 6. Exact. J'aimerais ça pour l'écrire dans le chat là, si vous avez du temps, mais j'aimerais ça dans les clients actuels qui sont là, qui sont en ligne, dans le chat à droite, là, vous avez la possibilité d'écrire quel est votre niveau actuel et quel niveau souhaiteriez-vous atteindre en 2025. Donc, juste nous répondre à ça, ça va nous permettre de situer, voir est-ce que tout le monde veut s'en aller en hyper-personnalisation. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont être dans les niveaux 3 et 4, peut-être que je me trompe, mais que le niveau 5 sera peut-être celui où on essaiera d'atteindre en 2025. Justement, tu voulais parler des étapes pour y parvenir, Sébastien. Il y en a 6. Oui, c'est ça. Ben, on a quand même payé certains éléments qu'on a déjà parlé au niveau de la collecte puis de l'enrichissement des données. Au niveau de la collecte des données, on va le voir à la page suivante. Il y a des meilleures pratiques à mettre en place. Je vais en parler un peu plus tard. Au niveau de l'enrichissement des données, tu en as parlé tout à l'heure, Pascal, c'est tout ce qui est segmentation de la clientèle, création des indicateurs, création des algorithmes d'apprentissage machine, d'intelligence artificielle, comme on peut dire. La mise en place aussi des workflows d'automatisation, c'est ce qu'on parlait, je pense, au niveau 4, au niveau de l'automatisation de la personnalisation. Je veux quand même mettre pas mal d'emphase sur le point suivant, les tests A/B puis l'optimisation. On n'en parle pas assez souvent, mais un des succès de la personnalisation, c'est de tester. Puis, tu sais, dans le fond, il y a comme deux extrémités. Il y a des organisations qui vont faire toujours la même chose, puis qui veulent s'améliorer. Bien, si tu fais toujours la même chose, tu ne peux pas t'améliorer.
il faut que tu testes différentes versions pour que pour chaque individu, chaque client, on puisse être capable de savoir c'est quoi l'offre qui est la plus appropriée, puis on doit le mettre, dans le fond, on doit lui pousser le plus grand nombre d'offres possible pour faire un choix judicieux. C'est sûr qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir des profils similaires et ainsi de suite, mais ça passe par des tests AB. Puis dans l'autre optique, il y en a qui vont se reconnaître, ils vont constamment changer leurs offres, ils vont tout le temps changer leurs offres, mais ils ne mesureront pas le succès des offres, puis ils ne les mettront pas en opposition à un test en test AB. Fait qu'on se met à tester un paquet de choses, mais on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui a mieux fonctionné. Fait que c'est là où c'est important d'avoir une approche structurée, méthodologique, de tester nos campagnes à travers le temps, puis d'optimiser. Puis ça vient au point suivant, c'est le suivi des indicateurs clés. Mesurer, mais mesurer les bonnes choses. C'est bien intéressant de mesurer l'engagement, mais aussi, il faut savoir, est-ce que j'ai su générer des ventes incrémentales avec les offres que j'ai mis de l'avant? Est-ce que j'ai su aussi, avec le temps, créer de la fidélisation, une mesure plus à long terme, dans le fond, des bénéfices que je crée avec ma personnalisation? Fait que ça aussi, c'est important de considérer. Puis justement, d'y aller sur une base itérative, de conserver, dans le fond, l'historique des résultats pour s'assurer justement qu'on a une approche robuste au niveau de la personnalisation. Tu parlais justement de la capture de données. Au niveau de la capture de données, bien, souvent, on a le réflexe, on veut tout demander au client. Okay? On va arriver, puis on veut faire un formulaire, par exemple, au niveau de l'adhésion, on va voir 3 pages de formulaire. Ce n'est pas nécessairement la bonne approche. Dites-vous qu'au départ, okay, pour avoir une relation avec un client, vous avez pris initialement besoin d'une adresse, un nom, un prénom, un consentement. C'est pas mal ça. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que plus le formulaire va être long, plus que je vais avoir des gens qui vont décrocher, puis que je vais perdre de l'information. Fait que c'est mieux d'avoir demandé moins d'informations, d'avoir des meilleurs taux de complétion, puis quitte à ce qu'on voit comme on voit à droite, d'y aller progressivement, de se dire au stade 1, qu'est-ce que j'ai absolument besoin de savoir du client? Au stade 2, je vais rajouter une information supplémentaire et au stade 3, et ainsi de suite. Ceci étant dit, okay, il y a 2 règles d'or que je veux parler. C'est l'information que vous voulez capturer. Premièrement, assurez-vous de vous en servir. L'information qu'on demande et qu'on ne sert pas, ça ne sert à rien, c'est une distraction. Puis deuxièmement, bien aussi, assurez-vous que l'information que vous demandez, il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir cette information-là. On a tout le temps des profils d'intérêt des consommateurs. Premièrement, les profils d'intérêt des consommateurs, c'est bien beau, mais c'est comme une capture du moment présent. Je peux être dans ce moule-là, je peux avoir ces intérêts-là aujourd'hui. Dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça peut changer. Allez voir aussi de la donnée comportementale, sur quoi que les clients cliquent, quels produits ils achètent, et ainsi de suite. Ça donne une idée des intérêts. Fait que si vous êtes capable d'aller chercher de l'information autrement, bien, allez-y. Ensuite, on a fait le lien justement avec notre grille de maturité pour voir qu'est-ce que ça prend à chacune des étapes. Puis aussi dans un contexte global, de prendre dans le fond le processus qu'on a présenté initialement, qu'est-ce que ça veut dire si on croise cette information-là avec la grille. Fait que là, on a les différents niveaux d'information qu'on a besoin. Tu sais, par exemple, au début, tu as besoin de ton courriel, nom, prénom, mais avec la sophistication, par exemple, au niveau de la segmentation comportementale, tu inclus des notions de segmentation, RFM, segmentation basée sur le comportement, sur les intérêts. Ensuite de ça, je vais aller identifier, lister des déclencheurs que je vais inclure dans mon marketing automatisé si ce n'est pas déjà inclus. Les scores prédictifs, c'est au niveau de l'hyper-personnalisation. Puis au niveau de la personnalisation prédictive puis omnicanal, mais comme j'en parlais tout à l'heure, il y a le Next Best Action, le Next Best Offer. C'est toutes puis les engins de recommandation, c'est toutes des manières de prioriser les communications que je veux faire envers mon client. Puis à travers tout ça, on continue à faire des tests, des expérimentations, mesure en continu des résultats. Puis aussi, comme dans le fond, on en parlait tout à l'heure,
ne rédigez pas nécessairement tout le contenu à la main ou en tout cas par vous-même. Utilisez les technologies, utilisez l'IA générative pour produire du contenu. Moi, je disais, je parlais Oui. justement avec un de mes clients il y a quelques semaines, puis je disais où on s'en va dans le fond, peut-être pas 2025, mais je pense que 2026, ça va être déjà, on va déjà être rendu là, c'est essayez de vous imaginer, là, vous allez dire, OK, j'ai une campagne, j'ai un événement que j'organise, comme j'en parlais tout à l'heure, je veux, voici les personnes qui vont participer, voici le contenu de leur conférence, et une fois que vous allez avoir fait le prompt de ça, vous allez pouvoir dire, voici ce que je veux. Les outils, dans le fond, vont tout faire les contenus pour vous, les 3 contenus, si vous avez 3 segments de clientèle qui sont détectés là-dedans, vont créer les messages pour vous, vont déployer les communications. Donc, c'est là où on s'en va. On s'en va dans de l'hyper-automatisation pour l'hyper-personnalisation, pour la personnalisation prédictive, mais vraiment dans une capacité où les équipes marketing vont pouvoir, avec un seul prompt, vraiment générer des campagnes qui vont pouvoir valider, regarder le contenu, comme on dit, va être généré par du AI, mais on arrive vraiment où vous allez être en mesure dans les prochains mois, prochaines années, de vraiment faire plus avec moins parce que beaucoup de choses vont être automatisées, beaucoup de choses vont se faire que vous allez avoir juste à valider. La bonne nouvelle, c'est que c'est du temps, c'est quand même long à opérationnaliser quand on fait des envois d'emails ou des campagnes, des choses comme ça. Donc, imaginez le temps que vous allez pouvoir vous libérer pour penser aux stratégies que vous allez pouvoir mettre en place lorsqu'on va arriver à ces niveaux-là. Vous allez vraiment être utilisé pour de la stratégie au lieu d'être utilisé pour des opérations. Justement, on parlait de technologie derrière ça. C'est pas ma slide, c'est la slide de Sébastien parce que je vous disais au début, moi, je suis pas très agnostique alors que Sébastien est agnostique. Je pourrais peut-être quand même parler un peu plus de l'offre, de comment se situe finalement Dialogue Insight par rapport à ce que tu parles, Sébastien. Oui, c'est ça. Puis c'est surtout au niveau de la centralisation des données. Une des expertises qu'on a, c'est de créer des vues 360 du client. C'est super important dans un contexte de personnalisation. Il y a différentes technologies qui sont disponibles. Là, j'en mets en opposition, mais dans le fond, des fois, c'est en complément aussi. Il y a les plateformes cloud, puis il y a ce qu'on appelle le Customer Data Platform. Le Customer Data Platform, c'est vraiment, dans le fond, le summum en termes de technologie quand on fait de la personnalisation. Mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que ton Customer Data Platform, tu n'en as peut-être pas de besoin tout le temps. Puis c'est là où c'est important de mettre l'emphase sur vos besoins. Fait que je vais commencer à droite, puis après ça, je vais revenir à gauche. Au niveau du Customer Data Platform, dans le fond, c'est quand est-ce que j'en ai besoin? La plupart du temps, c'est quand je dois traiter avec plusieurs sources d'informations, plusieurs canaux, que je dois aussi dans mes données, dans le fond, j'ai plusieurs identifiants clients qui ne se parlent pas entre eux autres, qui se parlent difficilement entre eux autres. C'est là où, à l'intérieur du Customer dans la plateforme, je vais être capable de se faire ces appareillements-là pour qu'à terme, mes clients qui qui sont sur le site web, qui sont sur mon mobile, et ainsi de suite, un peu partout dans le fond, dans mon écosystème, je puisse être capable de reconnaître, par exemple, Pascal à travers tout cet écosystème de données-là. C'est là que ça prend tout son sens. Mais est-ce que si, par exemple, vous êtes un détaillant, puis 95% de votre business se passe dans vos magasins, bien, vous n'avez peut-être pas de besoin justement de Customer dans la plateforme, mais en tout cas, pas de besoin maintenant. C'est là où il faut faire attention. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une technologie comme ça? Ça rajoute une certaine complexité. La plateforme cloud. Peut-être juste pour ajouter, Sébastien, dans le fond, nous, ce qu'on voit, c'est vraiment un élément, comme tu dis, c'est quand il y a plusieurs sources, puis beaucoup de clients ont plusieurs sources parce qu'on a tous des systèmes internes pour gérer les membres, mais on a quand même des gens qui sont des non-membres, par exemple, qui s'inscrivent pour des événements ou à l'infolette ou des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup au niveau des duplications de sources. Il y a des plateformes qui sont vraiment grosses, là, que c'est des grosses plateformes, là, justement Bloomreach, le segment. Dialogue Insight, on se positionne un peu plus comme étant une plateforme opérationnelle. Mais là où je voulais aller, c'est qu'effectivement, ça rajoute une couche de complexité. Mais lorsqu'on s'habitue à travailler avec ça, puis je parlais avec quelqu'un de chez Ricardo, je pense Alexandra, qu'elle s'appelle, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais elle a dit, ça nous a pris du temps pour maîtriser, dans le fond, notre Customer Data Platform, mais maintenant qu'on maîtrise, c'est super le fun à savoir tout ce qu'on peut automatiser, tout ce qu'on peut faire avec la donnée qui est disponible. Mais que ce soit dans le Customer Data Platform, puis la plateforme
plateforme cloud que tu vas dire, c'est essentiel que la connectivité avec vos systèmes soit en mode automatisé et non pas manuel. On ne peut pas faire des exports, imports de façon continue. Il faut qu'il y ait une interconnexion entre les différents systèmes pour que la donnée se transige de part et d'autre. Je voulais juste rajouter ça pour le customer data platform. Oui, merci Pascal pour l'ajout. Au niveau de la plateforme cloud, ben, dans le fond, c'est là où on a un peu moins de complexité au niveau du data, justement, moins de sources de données. Puis, tu sais, règle générale, OK, c'est pas une mauvaise chose d'avoir une plateforme cloud. OK? Souvent, le Customer Data Platform va être en complément de la plateforme cloud parce que souvent, la plateforme cloud va être une plateforme cloud pour l'entreprise au complet, pour toutes les données d'entreprise. Par contre, si les besoins sont un peu on a moins de sources à traiter, il y a moins d'enjeux de correspondance d'identifiants, ben, ça peut être quelque chose d'intéressant de combiner une plateforme cloud avec une plateforme de marketing automatisée plus spécialisée dans l'envoi de courriel. C'est les deux, dans le fond, les deux options qui s'offrent. On peut commencer avec la plateforme cloud avec le marketing automatisé, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une plateforme qui peut évoluer vers quelque chose qui ressemble plus avec un CDP à travers le temps. Fait que c'est un peu des éléments technologiques, mais d'un côté comme de l'autre, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle qui est intégrée. On le voit au niveau des plateformes cloud, on le voit au niveau du CDP. Fait que les deux ont du mérite. Il faut encore une fois bien identifier les besoins puis savoir en ce moment qu'est-ce que j'ai de besoin puis dans ma vision, qu'est-ce qui va mieux me servir. Exact. Je pense que, comme tu disais, la plateforme cloud, je trouve qu'elle est super intéressante. Là. Nous, on travaille beaucoup avec BigQuery, mais c'est intéressant surtout pour les gens qui ont beaucoup de données. Parce que quand tu arrives pour faire OK, je veux cibler quelqu'un qui a ouvert mon email il y a 2 ans et qui a cliqué sur ce lien-là. Ben, tu as besoin de beaucoup de processing, tu as besoin de beaucoup de choses. C'est le genre de choses qui est plus facile à faire dans une plateforme cloud parce que ben, ta donnée est toute là, puis ils ont les systèmes pour traiter beaucoup de données. Oui, c'est ça. Oui, puis maintenant, avec le cloud, il y a toute cette flexibilité-là au niveau du processing, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup moins onéreux que ça l'était dans le temps. Exact. Quand tu utilises le cloud aussi, tu as beaucoup d'outils qui peuvent se connecter sur lesquels tu vas pouvoir aller faire justement, tu disais, d'analyser les KPI, les résultats, puis tout ça. Mais dans le cloud, tu as beaucoup d'outils qui vont exister aussi pour se connecter aux données pour que tu puisses vraiment avoir une vue sur tes résultats puis que tu puisses justement peaufiner tes différentes choses. Il nous reste un gros 1 minute. On s'était donné jusqu'à 50, il nous reste 2 éléments à faire. On va présenter la roadmap. Je trouve ça super important. Là. Je trouve ça bien ce que tu as travaillé. Oui, c'est ça. Puis c'est sans aller dans le détail, mais c'est un exemple, OK? Ici, c'est la superposition de ce qu'on a vu en termes de capacité puis d'exécution, en termes de personnalisation de l'étape 1 à l'étape 6, puis de voir un peu c'est quoi les capacités que je dois mettre à travers le temps. Fait qu'il y a des capacités au niveau des talents, qu'est-ce que je dois produire, qui doit produire le contenu et ainsi de suite, qui doit produire aussi l'intelligence derrière ça. Il y a tout au niveau de l'analytique qui doit être produit, de la segmentation client, du tagging d'événements jusqu'au Next Best Action, Next Best Offer. Puis enfin, il y a tout ce qui est technologie qui est en support. On peut commencer avec une simple technologie d'envoi de courriel jusqu'au CDP à l'an 3. L'idée derrière ça, je n'irai pas dans tout le détail de ça, mais allez-y progressivement, puis ça fait une bonne superposition des capacités versus qu'est-ce que je veux mettre en place. C'est quand même, de toute façon, vous allez avoir l'information, c'est quand même assez intéressant, mais plus qu'on va au niveau de complexité, c'est là qu'un hub de contenu va être intéressant et pertinent et même nécessaire. Même chose pour le catalogue de produits et d'offres. C'est quelque chose que, rendu à l'année 3 dans ce cas-ci, avec l'envoi one-on-one, c'est un must. Vous devez avoir des technologies du genre. Exact. C'est tout pour moi. Je vais faire une pause, mais si vous voulez, dans le fond, me reach out, ensuite, n'hésitez pas à aller me chercher sur LinkedIn ou donnez-moi votre nom. Même chose pour Pascal, là, puis on va pouvoir répondre à vos questions par la suite. Puis Pascal, je te laisse pour la conclusion.
Exact, exact. Effectivement, là, si jamais vous voulez qu'on poursuive la discussion, que vous avez des questions, plus que les questions qui peuvent être mises aujourd'hui, on va voir si on a des questions. N'hésitez pas à nous reacher, comme on dit en bon français. En conclusion, dans le fond, ben, c'est une stratégie incontournable à adopter en 2025. Vous devez améliorer votre personnalisation. Vous devez vous rendre à un niveau supérieur en personnalisation. Vous ne pouvez pas laisser cette opportunité-là, parce qu'on l'a dit, si vous ne le faites pas, que votre compétition le fait, vous risquez de perdre quand même un peu de clients, perdre des revenus. Donc, il y a vraiment une opportunité. C'est sûr que la personnalisation, c'est pas jour 1, je fais un message personnalisé, puis là, mes résultats de vente vont exploser. Mais c'est tout dans le relationnel. Vous savez, on dit souvent, quand tu crées une relation avec quelqu'un, ça prend du temps avant que la personne te fasse confiance. Donc, c'est tout ça qu'il faut commencer à créer pour que les résultats dans les années 2, 3 vont apparaître. Donc, je pense que l'idée, c'est qu'en 2025, vous devez améliorer votre personnalisation. Et là-dessus, Alexandre, est-ce que nous avons des questions? Bonjour. Ben oui, absolument. En premier, juste avant de se lancer dans les questions, juste faire un petit pont sur la question que tu as posée au public, Pascal. Oui. Dans le fond, les gens sont principalement au niveau 2, 3 actuellement, avec des visées évidemment de progrès. Les gens sont conservateurs globalement. Ils ne vont pas jusqu'à 6, ils ne se projettent pas jusqu'à 6. Ils se projettent souvent de 1 ou 2 niveaux. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a quelqu'un qui fait un commentaire que je trouvais intéressant, puis j'aimerais avoir votre avis sur la question. Ce qu'il disait, c'est que son niveau de personnalisation est différent selon certains segments qu'ils ont à l'interne et qu'il y avait certains segments qui gardaient au niveau 1, alors que pour d'autres, il y avait des volontés d'aller beaucoup plus loin, jusqu'à 5 et 6, pour des segments précis. Je voulais savoir si, selon vous, c'était une belle idée, une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez finalement? Ben, je ne sais pas pour toi, Pascal, mais je trouve que c'est une excellente idée. Puis, tu sais, on le voit souvent, tu sais, quand on fait par exemple, des segmentations RFM basées sur la valeur du client, tu sais, on se rend compte qu'il y a une minorité des clients qui nous rapportent la majorité, tu sais, de nos revenus. Puis, en même temps, c'est ceux-là qu'on dispose le plus de données, parce qu'ils sont là plus fréquemment, ils dépensent le plus avec nous autres. Fait que c'est important aussi si on est pour prioriser, bien, prioriser les bons segments. Est-ce qu'il y a des lignes de business aussi qu'on peut prioriser par rapport à d'autres? Par exemple, si on opère dans le domaine du B2B puis du B2C, bien, peut-être que les technologies ne sont pas les mêmes et tout. Ça aussi, c'est des considérations. Je ne sais pas de ton côté, Pascal. Ben, j'ai la même vision que toi, dans le fond. Là. Il faut que tu investisses où ça va rapporter. Si tu as l'impression que tu fais de la personnalisation avancée sur des gens que ça ne rapportera pas, mais que tu le sais que cette cible de clientèle-là, tu peux les emmener à un autre niveau, tu peux aller chercher du cross-sell, du upsell, bien, vise ceux-là, commence par là, puis les autres, tu peux petit à petit, mais c'est possible qu'il y en ait qu'on dise ça ne vaut pas la peine parce que c'est des clients qui ça ne va pas donner de résultat. Fait que moi, je suis super d'accord, puis je trouve que c'est une excellente idée de commencer avec. En plus, ça facilite parce que tu n'es pas rendu, tu ne commences pas avec le plan de je prends toute ma clientèle, je prends un segment, je le fais bien. Quand j'ai mes résultats, bien, si je veux appliquer à mes autres segments qui sont un peu moins rentables, bien, je vais pouvoir l'appliquer, mais avec une expérience. Je trouve ça super comme stratégie. Excellent, good. On a quelques questions. Petite question facile pour commencer. Quelqu'un qui se demande qu'est-ce que veut dire certains acronymes que vous avez utilisés. Donc, le RFM, qu'est-ce que ça veut dire? Et le BENT aussi qui a été utilisé. Pour le RFM, c'est une segmentation qui est basée essentiellement sur la récence. Ça fait combien de temps que le client a acheté, basée sur la fréquence d'achat puis l'aspect monétaire. Dans le fond, on crée une combinaison, on donne un score habituellement de 1 à 5 pour chacun de ces indicateurs-là. Puis on crée des regroupements basés sur cette segmentation-là. Puis souvent, tu sais, c'est une segmentation qui est super facile à implanter puis qui permet justement d'identifier c'est quoi mon 80-20 de mes clients. Quel 20% de ma clientèle me rapporte 80% de mes revenus. C'est très facile à exécuter, puis ça peut d'ores et déjà créer rapidement, aller à l'étape 3, quand on est à l'étape 1 et à l'étape 2, de faire une segmentation plus segmentée. Je te laisse, Pascal, peut-être pour décrire la banque.
Pour le banc, ben, je pense que ça va être plus facile, sérieux. Ça fait longtemps que j'ai fait cette présentation-là, puis c'est quelqu'un qui avait réussi ça dans ma présentation, mais je sais que c'est un indicateur qui est aussi basé sur ce que font les gens, mais je vous invite à chercher sur Internet. C'était pas moi qui avais parlé de ça la dernière fois que j'avais fait la conférence. Mais je sais que c'est un indicateur qui est utilisé à certaines places. Je peux aller prendre mes notes si je retourne dans mes notes. C'est un indicateur plus dans le domaine du B2B, si je ne m'abuse. Pour la qualification des leads, si je peux. C'est ça, ben, c'est ça, hein, c'est la qualification. C'est parce que tu as le lead generation, puis je retourne là, le BAN, c'est pour la qualification des ventes. Ça aide les vendeurs à déterminer si le prospect c'est un good fit ou non, avec selon le budget, l'influence. Est-ce que la personne, ça me revient, est-ce que la personne a l'influence pour acheter? Est-ce que là, c'est le bon timing? Est-ce que dans le fond, je suis au bon place? Donc, le BAN, c'est vraiment comme le RFM, mais pour le B2B. Excellent. Et il nous reste 3 minutes, fait que je vais y aller avec une dernière question. Dans le fond, il y a quelqu'un qui se demande justement, là, souvent quand on parle de personnalisation, naturellement, on va parler de programme de fidélité, on va parler de vente, on va parler de... Et il y a plein d'entreprises qui, souvent, ont l'impression qu'ils collent moins à cette réalité-là, qui n'ont pas seulement un programme de fidélité ou des données transactionnelles précises pour des clients. Ça serait quoi des exemples de personnalisation que ces entreprises-là pourraient faire ou comment ils peuvent faire pour s'inspirer finalement pour trouver ça? Parce que bon, en 2 minutes, je sais que c'est un gros sujet, mais comment on fait? C'est quoi? Comment on s'inspire finalement? Ben, oui, vas-y, Pascal. Okay, ben, en fait, je pense que c'est bon pour tout le monde au niveau de la personnalisation, c'est bon pour tout, mais il faut regarder quel est ce que vous faites. Bon, je pense par exemple les associations. Vous avez différents. J'ai vu récemment une association qui a commencé à utiliser la quantité d'interactions qu'une entreprise avait avec l'association pour pouvoir justement aller identifier ses membres VIP. Ces membres VIP-là vont être utilisés pour faire des groupes de discussion parce que ces gens-là participent plus. Donc, au niveau des memberships, on est capable, avec les données qu'on a dans les événements qui sont participés, la quantité de membres de cette entreprise-là, on est capable de venir identifier, ben voici mes clients, mes membres qui ont le plus d'engouement. On parlait tout à l'heure au niveau des associations, si vous offrez des formations, si vous offrez différentes choses, bien, vous avez l'opportunité de vraiment cibler. Souvent, les ordres professionnels, entre autres, là, vous avez l'opportunité de venir cibler selon ce que fait la personne, elle est où dans sa région, différentes choses. Donc, c'est vraiment d'utiliser l'ensemble de la donnée pour venir personnaliser. Par exemple, vous avez une activité qui se déroule à Rimouski, bien, vous allez prendre la donnée de Rimouski pour pouvoir cibler seulement les gens de Rimouski. Donc, il y a toujours une possibilité de faire de la personnalisation, il y a toujours une possibilité d'automatiser aussi, parce que vous avez toutes, habituellement, là, vous avez tous des clients, parce que vous avez, ou des donateurs, ou peu importe, et vous avez une relation à créer avec ces gens-là. Donc, moi, ce que je pense qui est important, c'est de regarder comment vous faites pour prendre un client que vous avez une relation là et l'emmener là le plus rapidement possible et d'identifier finalement les créneaux, la personnalisation que vous pourriez mettre en place pour arriver dans votre relation one-on-one par la suite. Sébastien, voulais-tu rajouter quelque chose? Bien, la seule affaire, c'est au niveau de la captation d'informations, on en avait parlé aussi. Si vous n'avez pas un programme de fidélité, bien souvent, vous allez voir des détaillants ou dans des organismes, saisissez l'adresse courriel pour commencer ou un numéro de téléphone. Puis, le numéro de téléphone peut être plus facile après ça à capturer à travers le temps. Fait, il y a des moyens comme ça pour aller rattacher, parce que ce qu'on veut faire ultimement, c'est de rattacher le client avec des comportements. Fait que si on est capable d'aller avoir un numéro de téléphone, une adresse courriel, bien là, c'est déjà un bon départ. Le courriel, tu peux l'avoir au départ, mais tu ne veux pas le capturer à chaque fois. Ou demander un numéro de téléphone, c'est plus facile. Puis ensuite, bien, ça va être plus facile de faire interagir, dans le fond, le comportement avec le client. Yes. Bien, merci beaucoup. Super présentation. Là, je retiens beaucoup la notion d'y aller par étapes puis de structurer sur un plan long terme. Moi, c'est un peu ça. C'est oui, atteindre la prochaine étape, mais dans un plan de plusieurs, cadré, mesurable et tout ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le réfléchir en vue macro si on veut être capable d'accélérer le traitement de ces étapes-là. Alors, ben, merci. Super présentation. Et il y en a, la question est survenue, je vais répéter, des gens qui ont manqué les premières minutes.
La présentation vous sera envoyée dans les prochains jours. Alors voilà, merci beaucoup à tous et à la prochaine. Merci.